Oui, bonjour à tous. Alors, c'est la 23e fête du terroir à Saint-Bonnet. Amis de Saint-Bonnet d'ailleurs et de partout, bonjour. Alors, comme d'habitude, on va essayer de vous faire plaisir et de vous faire voir des belles choses. J'espère que pour le défilé tout à l'heure, il va y avoir le soleil qui va être avec nous, parce que tous les bénévoles et tous les gens qui font cette fête se sont donné beaucoup de mal. Alors, pour que ça dure, que ça résiste et qu'on revienne l'année prochaine, on croise les doigts pour que ça fonctionne. C'est la 23e fête du terroir à Saint-Bonnet. Pour commencer, puisque je vois que ça tourne, on va se déplacer un petit peu vers le bas, vers notre ami Christian Trinquier et notre ami Alain Guédan, qui eux ont un métier bien particulier à eux. Alors, je m'avance. Je m'avance un peu. Non, comment non, c'est moi qui dis oui. Je vous présente un des piliers du système. Il s'appelle Christian Trinquier. Et si ça vous fait plaisir, il vous fait même visiter son musée pour le même prix. Alors, Christian, c'est un grand spécialiste de tout ce qui est de l'attelage à cheval, des charrettes et des machines anciennes, des moteurs, des moulins et de tout ce genre de choses. Alors, il a amené un outil qui va nous présenter tout à l'heure. Il a amené un moteur Bernard, un moulin à grain et un outil là-bas qu'on appelle un baritéo. Alors le baritéo, je vais vous dire un petit mot avant de lui passer le micro. Le baritéo, ça a donné une expression. Quand quelqu'un parle beaucoup, on dit il fait virer le baritéo. C'est-à-dire, ça a un rapport avec cet outil-là. Donc, je fais virer le baritéo. Alors, bonjour Christian, si tu vas nous dire un petit mot sur ce que tu nous as amené. Eh bien, j'ai amené un petit moulin à pierre, à pierre, avec un petit moteur, entraîné par un petit moteur Bernard W0. Et tout va très bien, à part qu'il me manque du blé en ce moment, parce que je croyais que les batteuses allaient marcher, mais je vois qu'elles font grève. Donc il me manque du blé et ça a engamonné, donc je vais recommencer. Voilà. Et là-bas, au sujet du baritéo, il a été fabriqué par un paysan de Matélier. Voilà. Donc, en français, c'est le butoir, et nous l'appelons baritéo. Ailleurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, ça trie la farine du son, et de temps en temps, on envoie une poignée de billes pour les enfants qui jouent aux billes, pour nettoyer les tamis. Voilà. Parce que les tamis, pour faire ça, il faut faire venir les tamis, que ça s'appelle d'ailleurs en français des soies, à Paris, au moulin d'Anna à Paris. Voilà. Et là, je vais dégamonner et après ça repart. Merci Christian, c'est toujours un plaisir. Alors, il est en rupture de blé, matière première. Ah, ça c'est comme tout. Il y a des batteuses. Ben, tu sais, François Hollande, il est en manque d'argent. Tu peux être en manque de blé. Merci Christian. Ah, pétard, ouais, pétard. Attends, on a tout à l'envers de la La peur nous a sauvés. Alors, bien évidemment, vous avez remarqué que c'est des appareils qui sont toutes électroniques, donc ça démarre pas facilement. Il n'empêche que, toujours avec le même principe, au lieu d'être à la manivelle, c'est un moteur, et le résultat il est le même. La seule différence, c'est l'évolution entre un très vieux et un vieux. Et donc, là, Christian, il nous fait moudre du grain. Et le récipient dans lequel tombe la farine, ça s'appelle une paillasse, tout simplement parce que c'est fait avec de la paille.
Et ça va revenir. Ça y est, il y a de la matière première qui revient. C'est du blé ou c'est du triticale? Eh, c'est du blé. J'avais l'impression que c'était du triticale. Merci Christian. Alors, moi je vais vous présenter quelqu'un d'autre. Ce monsieur-là, il n'aime pas parler, et pourtant. Viens là, mon ami. Tourne-toi vers les filles. Alors, je vous présente Bernard Chalaille. Bernard Chalaille, c'est un monsieur qu'on zappe tout le temps. Et vous savez pourquoi on le zappe? Parce que tout simplement, il dit rien, il est discret, il est tout le contraire de moi. Et là, tu vas faire le contraire, tu vas un peu nous présenter qui tu es. Lui, c'est pareil, il a un musée, il est collectionneur de machines et outils anciens. Et c'est des experts, c'est des gens qui sont capables de les acheter, de les bichonner, de les restaurer, de les faire marcher. Et ça, c'est toujours un grand plaisir. Parce que si le jour où les gens comme toi sont plus là, eh bien, on ne sera plus là non plus. Donc, merci Bernard. Explique-nous un petit peu ce que tu fais avec ces machines. Eh ben, c'est un peu le batteusage à l'ancienne, vraiment des années 20. Alors là, vous avez les graineuses, c'est la batteuse d'antan qui mettait dans les fermes, et puis chacun avait sa machine. Et l'hiver, ben, ils égrainaient, ils batteusaient, quoi, en somme. Voilà, et puis après, ça passait au ventail, que vous voyez ici. Voilà. Alors cet outil a plein de noms. Plein de noms, oui. Ventoir, ventail. Ouais, chaque région a donné un nom à cet outil. Voilà. Et il en existe en pagaille de noms. Donc cet outil-là, il sert comme son nom l'indique, à ventiler. Donc ce qui fait que ça sépare la coque du grain. Voilà, c'est ça. Et de là, on prend le grain, on passait au moulin à farine, mais à manivelle, qui avait un très petit rendement. Tu sais que quand tu as tourné 10 minutes, tu as droit à un litre de vin. Hein. Tu réclames. Après, dès que tout s'est sorti de la dégraineuse, on enlève la paille délicatement avec la fourche en bois. Quand on a enlevé la paille, notre ami Bernard, il prend sa paillasse. Elle est là. Il prend la paillasse. C'est cette espèce de récipient fait en paille et en atatine. La tatine, c'est une plante qui ressemble au peuplier, à du peuplier, c'est la même famille, qu'on trouve au bord des ruisseaux, qu'on refait en deux et on presse pour faire ça. Alors c'est paillasses spécifiques utilisées pour le grain et pour le pain. Alors quand il nous en a ramassé une paillasse, arrête, ça déborde. Mets-nous un petit pot là pour faire une démonstration. Super. Il vide bien évidemment la trémie. Il vide dans la trémie du ventoir. Et normalement, on se met devant, on en prend plein la tronche. J'aurais pas dû m'y mettre. Alors, le ventoir. Les impuretés enlèvent la paille et la coupe et la corne du grain. Sur l'avant, il y a des grilles qui tamisent et le grain descend à l'arrière. Bravo les jeunes, on voit tout dans l'électronique. Tu sais te servir du portable aussi? Ah ben je m'en doutais. Je m'en doutais. Et après on recommence l'opération. Quand on a tamisé, on prend le grain, on le mouline et on refait l'opération jusque dans le blutoir, jusqu'à ce que la farine très très fine arrive dans le dernier tiroir. Il y a plusieurs éléments. À l'intérieur du blutoir. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a des tiroirs. Le grain sort plus ou moins fin.
Et là, on voit notre ami Christian qui met des billes de gosse pour jouer. Alors tout simplement, ces billes, elles servent à nettoyer les tamis. Voilà. Et là, Christian, il va nous ouvrir les tiroirs. Et là, il nous fait voir la farine prête à faire du pain. Voilà, super, merci. Là, on a deux courageux qui tournent la manivelle. Les manivelles. Et ça, c'est pareil, c'est très 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 pénible. Donc, normalement, toutes les 10 minutes, on peut boire 1 litre de vin. Donc, cette machine est une dégraineuse dont Bernard a tous les secrets. Et dans toutes les campagnes et dans toutes les maisons, il y avait ce type de machine. On coupe le lien des gerbes, on enfile la gerbe petit à petit pour ne pas bourrer la machine. Toujours les pieds en premier. Le moulin électrique, c'est quand même autre chose. Mais Oui. on va vous en passer un peu, vous allez voir que le rendement. Alors est très- fais-nous une petite démonstration. Viens un peu voir mon petit gars. Comment tu t'appelles? Benoît. Benoît, bonjour Benoît. Oh ben moi si j'avais des bras comme toi, oh, je le ferais tourner. Ben bien sûr. Fais-nous voir un petit peu comment tu fais. Alors bien évidemment. Le grain, mais il y en a point pour le moment qu'on fait. T'en as point? Misère. Alors, Il faut aller chercher l'énergie. donc la particularité de ce moulin, c'est que c'est un moulin à bras. Donc c'est un outil primaire. Et c'est très très pénible de tourner la manivelle, c'est pour ça que j'ai regardé les bras de Benoît. Mais donc, bien sûr, les gens, ils ont commencé avec ce genre de moulin. Les moulins qui ne tournaient pas à manivelle comme ça, ils tournaient avec des chevaux. Et ils avaient, on n'a pas là, mais ils avaient un appareil qu'on appelle le manège, qui est l'ancêtre du manège qu'on en fait des jeux dans les fêtes. Donc c'est une espèce de mécanisme articulé avec un grand bras et on fait tourner un cheval et le cheval donne le mouvement au moulin. Alors Benoît, il nous tourne la manivelle. Alors le principe de ces moulins, il y a un entonnoir qui fait réservoir. Le grain descend entre deux meules, une meule fixe, une meule qui tourne, et ça écrase le grain. Et plus on serre à la meule, plus le grain est fin, et plus c'est pénible à tourner. Voilà. Et alors, le grain, normalement, il tombe en bas dans un petit récipient qu'on appelle un calibre. Un calibre, donc c'est une mesure d'état. Il existait des calibres de toutes les dimensions. Vous en avez pas assez? Essaye de nous trouver quelques miettes. Donc vers les 6 heures du soir, ils seront tellement fatigués, on leur offrira un verre. Vous savez que le sujet cette année, c'est la tonnellerie, puisqu'on essaye toutes les années de trouver un thème nouveau. Donc la tonnellerie, c'est un sujet qu'on n'avait jamais exploité. Allez, sérieux, il ira pas plus bas. On peut voir. Il est pas mal là.
Alors il faut pas le monter de travers, il faut vérifier. Et voilà. Et voilà. Un petit peu d'applaudissements pour notre ami qui vient de nous faire une démonstration de cerclage. Et puis, on va revenir tout de suite cet après-midi et il va nous faire le reste, comment on fait la chauffe au milieu et le montage définitif. Alors là, il a une espèce de petit foyer avec des copeaux à l'intérieur. Alors l'astuce des tonneliers, ils ne brûlent pas du bois, ils utilisent les copeaux qu'il a fait pour tailler les douves et ils les utilisent pour chauffer l'intérieur. Mais il va nous montrer tout. Quand même, ouais. Ouais. Et voilà, notre ami continue à visser. Quand la bâtissoire est tendue jusqu'au bout, le tonneau est fermé, on met les cercles de l'autre côté. Et le tonneau est en partie monté. Toujours le même principe. On monte les cercles avec le chasse et le marteau. Et quand il tape à l'intérieur, c'est pour corriger les douves qui ne sont pas bien mises en place. Il existe un outil qui s'appelle le chien de tonnelier. Tu l'as pas amené? Derrière. Si. Ah oui, voilà. Voilà un outil dont on n'a pas parlé, qui est le chien de tonnelier. C'est cette espèce de petit outil qui fonctionne comme un bras de levier, qui permet, il va nous faire une petite démonstration, qui permet de corriger les défauts sur le montage des douves. C'est pas à ça qui sert. Vas-y. Alors, une petite correction, parce que le chien, mais c'est une erreur qu'on trouve très souvent avec cet outil, qui ne sert pas du tout à redresser les douves. En fait, il va servir à mettre en place des cerclages quand on fait un cercle en bois. Là, par exemple, ce cercle-là, il est fait pour arriver à la bonne tension, comme il est juste à rapport. Donc, on prend la mesure un petit peu au-dessus, et je le mets en place et je vais venir le taper avec le marteau, tout simplement pour le faire descendre. Quand j'ai des cercles en bois, le même cerclage qui répond juste au bout, le cercle en bois il est pas très épais, il fait 1 cm de largeur. Donc pour venir le mettre en place, on a souvent des petits soucis pour réussir à le tirer. Et comme la taille est vraiment juste, on arrivera à la vie. Et cet outil, le chien, on va s'en servir comme le levier. Il va venir tout simplement attraper le cerclage. On va prendre la main sur le bout ici. Et ça va nous permettre de tirer en fait sur le cercle. Et les pratiques, c'est les couples de l'autre. Ça laisse les deux mains lourdes. On peut taper sur le cerclage pour le faire descendre. En fait, On s'en sert pas pour corriger. Et pour ce qu'on appelle l'élevage, le fait de ramener les douelles, juste au marteau en fait. Au marteau et à la chasse, la chasse va taper à l'extérieur pour faire un contre. On va réussir à les ramener comme ça. Je vais donner pas mal de coups de marteau pour finir de le sceller celui-là, puis après je vais faire ça avec les petits réglages comme sur celle-là. Il y a au moins 3-4 mm qui dépassent, donc on va les ramener. Et après, l'intérieur, il y a un outil qui s'appelle la plane à genoux ou la plane à queue d'hirondelle qui sert à corriger l'intérieur. Alors l'intérieur au niveau du corps, là, Au niveau du corps. on ne fait rien. Peu importe, Ouais. il n'y a rien à corriger. Ce qu'on va faire, c'est juste à ce niveau-là, pour préparer la surface, on va faire le jable. Pour que ça soit harmonieux. Et pour que ça soit lisse pour des questions d'étanchéité en fait. Bien Il faut sûr. qu'on ait une surface bien lisse, bien régulée. Et ça, on va le faire soit avec la petite hasse là, qui est courbée, soit avec le rameau Stockholm, le rameau cintré. D'accord. Et sur des fûts plus petits, on va se servir les planes à tirer. On va voir ça aussi dans Oui, la plane à genoux. Un grand manche avec une bouille assez longue et puis une partie recourbée. Et c'est C'est ça. des grosses bouges en fait qu'on va Absolument. tirer. Parce que sur les tout petits tonneaux, sur un fût de 5 litres, on n'a pas les outils qui vont pouvoir
cassé. Voilà, ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas de casse. Ce qui peut arriver, évidemment. On fait tout pour ça, pas. C'est quand même plus sympa, mais c'est pas catastrophique non plus. On peut changer juste une boîte. Donc ça peut perdre du temps, on essaye le plus possible d'éviter ce genre de désagrément. Donc là, c'est la fin de la première chose. Le tonneau a pris sa forme. Après, il reste quelques réglages à faire. Vous voyez, il y a des petites différences de cintrage. Chaque morceau de toit a une forme bien précise au niveau des angles, au niveau des différences de largeur. Donc, de toute façon, le cul va avoir sa forme définitive. On va juste l'aider un petit peu parce que quand le cintrage et morceaux de toit, c'est pas forcément tout en place exactement à l'endroit où ils doivent aller. Donc, je les un peu au simplement. Et avant de faire ça, je vais démarrer la deuxième chose. Qui va nous servir à deux choses. Elle va permettre déjà au bois de rester simple. Là, par exemple, je viens de finir. Si j'enlève tous les herbes, il va se réouvrir, il va se redresser complètement au départ, mais il va quand même beaucoup se redresser. Donc là, il y a beaucoup de tension dans les herbes. Tu le vois, il y a vraiment comme ça, il y a avant. Il y a pas ça tire. Cette partie-là qui est mobile. On a eu de gros soucis, ça s'est pas bien passé. Alors on vient voir si du côté de la moto, ça se passe mieux. J'espère, hein. Alors, redis-nous, c'est comment ton nom? C'est Francis Bosino. Francis Botino, ça fait combien d'années que tu viens? Oh, ça fait 25 ans. 25 ans? Non, tu te trompes, 23. 23? Alors peut-être. 23. Je crois bien que c'est 25. Tu as commencé avant? Ah oui. Bon, merveilleux. Alors, en tous les cas, toutes les années, tu enchantes nos yeux pour tes belles motos. Et puis, tu continues, t'en as des nouvelles? Ah, mon fils. Alors, fais-moi voir. Voilà, il est là. Salut, comment tu vas? Ça va. Alors, dis-nous un petit mot. Fais-nous un petit tour de piste. Alors la dernière, c'est la BSA B33-2 de 1933. J'ai entièrement restauré le châssis, le réservoir, elle tourne super. Il y a la Tero 350 de 1953, 350 HCTL. Voilà, ça tourne. Au quart de tour. Super. Et Yves Brochet, il sait que tu as cette bécane? Je ne sais pas. Tu sais qu'il en est fou. Parce qu'on a un ami qui s'appelle Yves Brochet, qui a une Diaga, et il collectionne les motos et les terreaux. Tu viens me voir? Ouais, je sais pas où la vie. Super. Il y a une autre Tero qui est juste derrière, qui est très rare. Il n'y en a plus que 4 en France. C'est le Tero 250 FD, D comme dame, parce que c'est un cadre femme ou pour vêtements en bois, qui a appartenu au curé de Poligny. D'accord. Voilà. Et ça fait au quart de tour. Donc ça a eu une durée de vie de fabrication très courte et donc il faut rééditer votre modèle, ce qui fait qu'il Oui, il y a eu la 125 et la 250. d'accord, deux modèles, vous fabriquez qu'un an. Oui, exactement. D'accord. Elle est très particulière parce que justement un cadre femme avec un réservoir qui est vraiment spécifique à ce type de moto. Oui. Elle est superbe. Ici c'est quoi? Alors ça c'est moi qui l'ai fait, c'est un prototype qui reprend un peu la ligne des Vortrac de 1912-1914 de Indian et Harley Davidson.
Et comme je ne pouvais pas m'en procurer un, ben, je m'en suis fait braquer un moi-même. C'était un moteur de 125 et 45 à Motobécane. Les jantes, c'est des pneus et jantes de VTT 26 pouces avec des moyens de mobilette. Voilà. Et le fourche de B22, BMW2, voilà, fourche BMW2 Motobécane, exactement. Et le cadre, c'est moi qui l'ai fait entièrement. Donc tu as pris le modèle d'origine et tu as copié et tu as fait au plus proche. Voilà, exact, c'est ça. Mais t'es bouillant toi, dis donc. C'est quand même une belle réalisation parce que ça te permet d'avoir une machine qui est quand même certainement très rare. C'est unique. C'est unique. C'est unique, oui. Ouais. Elle est passée même sur LVM il y a peut-être 2 mois à peu près. Et elle va sortir sur le calendrier Motobécane. D'accord. Magnifique. Voilà. Ouais, combien d'heures t'as fait de travail dessus? Exactement à peu près 1 an. Voilà. 1 an de travail dessus? Chapeau bas. Ouais, merci. Chapeau bas parce que passer 1 an à travailler sur une moto, il faut avoir la foi. Non, non, eh oui. Alors une autre Motobécane avec Tanzat, c'est ça? Un Tanzat et Ouais. attelé. Et attelé avec une remorque. Z22C 175. Ah, ça pisse un peu là. Ça va démarrer. Voilà, c'est rien, ça va guérir. On va essayer un peu de regarder un peu derrière. Oui, pas de chance, elle a eu un petit... 15 aussi, coursifié, que j'ai modifié moi-même aussi. Quelle année? 1966. 66? Attendez. Non, 1960. Voilà, 60, je vais dire 66, il y avait des bécanes plus... Exactement. 60, en fait, c'est l'arrière. C'est une selle que j'ai fait moi-même. Le dorseret, c'est un phare de traction coupé, comme il faisait à l'époque. D'accord. Voilà, avec des commandes reculées, un petit mégaphone et des guidons bracelets. Et ça peut rouler à quelle vitesse ça? Je suis allé vraiment à fond à 120. Mais à 120 à l'heure là-dessus, t'as les chocottes. Ça bouge, oui. 66, là. 66? Oui. Il y a encore même le petit son marqueur. D'accord. Voilà. Derrière, c'est une... L'année dernière, il y a une personne qui était dans l'assistance et elle a dit cette phrase extraordinaire. Elle s'est approchée du micro et elle a dit « Oh, tu me charles ?» Alors, tu m'en attends ce que ça veut dire, parce que il y a 40 ans ou 50 ans, pas tout le monde avait une mobilette ou un scooter. Alors, le jeu, c'était tromper les filles. Et on disait pas tromper, on disait charrer. Et alors, voilà. Derrière, c'est une Flandria, 48 cm. C'est belge. Et ça décolle comme un Vespa. Ça marche super bien. D'accord. Et elle est bien dans son jus parce qu'elle a pas été très ramenée. C'est comme ça, c'est tout. Une très belle selle. Ouais, la selle a été refaite l'année dernière. D'accord. Combien t'as de bécanes en tout? En tout, bon, avec les neuves, j'en ai 13. 13, c'est bien quand même. Pas mal, oui. Parce Il y que en a une qui est encore en restauration, mais j'ai pas de restauration sur une moto, c'est quand même extraordinaire. Alors, le fameux Solex. Le fameux Solex, voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu ça, le Solex c'est un véhicule qui a été fabriqué des particuliers puisqu'il n'a pas de chaîne et il est transmis par un galet sur la voie. Ça fait quoi déjà comme puissance? 49 comme une mobilette normale. Il y a eu tout premiers qui ont fait 45. Alors ça fait 45 avec des gens plus gros. J'en ai réparé. Alors on voit que c'est pas du vrai d'amateur, c'est très très beau. C'est des vélos qui appartiennent à M. Ferro. Ils appartiennent à Ferro, d'accord. Il est pas là d'ailleurs. Et non, il est au Gabrassi. D'accord, oui, et évidemment, pour lui montrer. Voilà. C'est des belles machines aussi. Donc les époques, tu sais? 1920 pour les premiers, le deuxième, et ceux du milieu, je ne sais pas. Je pense qu'il est encore plus vieux. Oui, il est plus vieux certainement. Oui. D'accord.
Oui, il y en a Ah oui, plusieurs. avec le graisseur sur les avec le graisseur sur le moyeu. ça se faisait beaucoup là. Et deux vitesses sur le moyeu, on tournait la roue. On inversait la roue et ça faisait une deuxième vitesse. Hein. D'accord. Extraordinaire. Alors le vélo, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire puisque le vélo, il a été inventé dès son origine avec son cadre typique et il est toujours comme ça. Et oui. Les gens qui ont mis au point ça, ils l'ont réussi du premier coup. Ils ont fait le système de cadre, il n'a pas évolué depuis qu'on connaît le vélo. C'est vrai. Et donc c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable pour ça. Voilà. Maintenant ils mettent même des moteurs dans les tubes pour monter le motard et plus vite que ça marche très bien. Voilà, merveilleux, super. Merci. Ouais. Si j'en prenais une, moi, Je vais essayer La de faire BSA. marcher la BSA. Tu peux me faire une petite annonce, il y a le car, ils veulent s'en aller là-bas, il y a deux véhicules qui gênent. donc c'est quoi? J'ai pas mes lunettes. Alors, je vais te le dire, hein. Fourgon Citroën. S'il vous plaît, deux annonces, il y a deux véhicules qui gênent la sortie du car. Je vous donne, c'est un fourgon Citroën, BP 782 WJ 05 et un Scénic 9712 XS85. Merci de déplacer les deux véhicules, s'il vous plaît. Merci. Tout particulièrement, la même la batterie d'origine de 1923 qui m'a fait le réservoir d'huile qui est dans le réservoir d'essence. Donc avec une séparation, donc elle est comme ça. C'est comme 4 grammes, compliqué, avec une surface extérieure. Donc je pense qu'on doit vraiment mesurer les surfaces. Voilà. Elle a le frein à pied. Ah oui, à droite. Elle a le frein à pied à droite. Voilà. Est-ce que vous savez le prix que valaient ces motos à l'époque? Je sais pas besoin de... Non, c'est pas. Est-ce que c'était quelque chose de très cher ou pas? Oui, oui, ça Forcément. c'est vachement plus cher que les françaises. Bon, Et ça y est, on a une information. 2 mois de salaire. 2 mois de salaire. Et le salaire, il était de... 400 francs. 400 francs de l'époque. 400 anciens francs. Ça me dit pas trop. Quelques sous. Bon. Enfin, en tous les cas, c'est très 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 beau. Et laquelle tu me fais essayer? N'importe. Je viendrai exprès. C'est pas possible. Moi, j'aime les motos aussi. Et donc, du coup, j'en ai pas de vieilles. Enfin, en tous les cas, je vous félicite. Chapeau bas pour vos restaurations, messieurs. Merci. Parce que c'est un plaisir. On n'a pas les fleurons. Vous pouvez les applaudir parce que c'est quand même remarquable. Le prix du sentiment. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Il y a quelques années, je suis allé à une fête en Hollande, qui est dans la ville de Panningen. Et puis là, j'ai rencontré un Américain qui avait une collection fabuleuse. Et je lui ai demandé, comme moi je parle pas bien l'américain, enfin, que sur la torture, et j'ai demandé à un interprète qui est avec moi, demande à la Merlot combien ça coûte. Et le gars il s'approche de moi, il me dit en bon français, ça coûte le prix de la passion. C'est pour ça que je vous ai raconté ça. Voilà, mais enfin en tous les cas, après, c'est même pas une histoire d'argent, c'est une histoire de trouver la belle pièce et de la restaurer. Voilà, comme on fait dans d'autres systèmes, tous collectionnent. Mais moi, je vous dis chapeau bas. À l'année prochaine. Alors, il faut savoir, dis-moi mon petit gars, méthode beau. Méthode beau. Je parle, moi. Oui. Alors dis-moi, comment c'est ton nom? Moi, c'est Jérôme Blanc. Jérôme Blanc. Ouais, Jérôme je suis Blanc. de Gap. Tu es collectionneur aussi? Jérôme, Tu es collectionneur aussi? je suis amateur. Oui, mais donc tu fais des motos aussi, comme Moto. mon ami. Ah, et que les motos. Ouais, alors explique-nous, je te donne le micro et c'est toi qui nous explique. Ouais, je sais pas, disons que dans la plus ancienne, elle est de 1917. C'est deux motos en état d'origine, hein, pratiquement. Donc, La marque c'est quoi? la marque c'est Ultima,
C'est fabriqué à Lyon entre 1908 et 1960 à peu près. Donc c'est une marque qui n'existe plus, quoi, bien sûr. C'est une marque française. C'est un fabricant, hein, parce qu'il y avait beaucoup comment on appelle, de fabricants de motos, mais en fait c'était des assembleurs. On appelait ça des assembleurs. Oui. Comme toutes les marques de Saint-Étienne. D'accord. Les marques de Saint-Étienne, il y avait une multitude d'assembleurs qui prenaient des motos, des réservoirs, des freins, des roues, et qui faisaient une moto. Et souvent elle portait le nom de l'artisan en fait. D'accord. Voilà. Donc on trouve des fois on trouve des motos qui ont un nom bizarre, qui ont été produites à 200 exemplaires, des motos d'artisans. D'accord. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais Ultima, c'était un fabricant. D'accord. Et la courroie crémaillère à l'origine? Alors la courroie, c'est une courroie en cuir chromé. C'était des cuirs qui étaient trempés dans des veines de chrome pour les rendre imputrescibles. D'accord. Pour éviter qu'elles pourrissent. Et c'est une courroie cantée à maillon. C'est-à-dire quand il cassait un maillon, il réparait uniquement le maillon cassé. Comme une chaîne, quoi. D'accord. Voilà. Après quoi dire, donc c'est déjà, donc c'est une moto, il n'y a pas de système de pompe à huile automatique. Il faut veiller avec la seringue, je peux m'avancer? Oui, vas-y. Oui. Avec la seringue, il faut veiller à faire monter l'huile dans le réceptacle, de façon à ce que le moteur soit graissé. Et l'huile descend par un petit système de goutte à goutte, elle descend dans le moteur, c'est de l'huile perdue. Hein. Donc une fois qu'elle descend, elle est brûlée. D'accord, le vilebrequin trempe pas dans l'huile. Non, elle est projetée. Bon, ouais. D'accord. Voilà, donc il ne faut pas oublier, donc le chauffeur de cette machine-là avait beaucoup de choses à faire en fait. Un peu comme la tronçonneuse, qui est obligé de pomper l'huile en même temps. Oui, les tronçonneuses c'est comme ça. Oui, peut-être. Oui, bien sûr. Ouais. Enfin bon, les pilotes de ces machines avaient beaucoup de choses à faire. Parce qu'il fallait qu'ils règlent l'avance, il fallait qu'ils règlent l'air et l'essence, l'huile. Voilà, il y avait beaucoup de travail. D'accord. Il fallait qu'ils regardent la route. Il fallait qu'ils... Bon, voilà. Donc un chauffeur apprenti ne peut pas utiliser une bécane comme ça parce qu'il n'a pas loin. Oh si, mais bon, je pense que oui, il n'ira pas bien loin en fait, même moi, parce qu'au bout d'un moment on est un peu pris au piège des manettes et où on s'est gouré et on a calé. Est-ce que tu sais combien d'exemplaires il y a de ces machines? Oh non, aucune idée. Bon, c'est une machine 917, alors je pense qu'il ne doit pas y en rester beaucoup. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est difficile à dire quoi, c'est pas tellement répertorié. Hein. D'accord. Voilà. Je vois qu'elle a une magnéto aussi. Voilà, ah bah oui, la magnéto, bon, ça c'est courant sur les motos jusqu'au système des mobiles, quoi. Bien sûr. Voilà. Alors, parlons un peu de celle-là, moto-sacoche. Alors, moto-sacoche, c'est un nom qui peut paraître un peu étonnant. Hein. C'est une marque suisse. Là, c'est moto-sacoche Lyon qui était apparentée à la marque Newmap, qui distribuait Moto-Sacoche France. C'est une marque suisse. Une marque suisse qui a longtemps fabriqué, quand ils ont arrêté les motos, ils ont longtemps fabriqué des motoculteurs. MAG. D'accord. MAG des motoculteurs. Et donc, quelle année? 1923. Quelle puissance? C'est une 250. C'est une marque qui n'est pas, c'est pas courant. C'est une marque plutôt un peu luxe. C'est une marque un peu luxe. Explique-moi ce que c'est ce montage. Oui, c'est juste une dynamo ça. D'accord. C'est pour l'éclairage. Parce qu'en fait le phare là, c'est un phare acétylène, mais je l'ai transformé en électrique. En électrique. J'ai fait comme si le gars il avait eu son phare et puis le fait qu'il y ait une dynamo, ça la logique voulait que je mette une ampoule. Voilà. Simplement, ouais. Voilà. Et là, au niveau de la restauration, tu l'as trouvé comme ça? Ou tu l'as bichonné? Je l'ai bichonné. Elle n'a pas été localisée? Elle n'a pas été... oui et non. Il y a des parties comme le réservoir que j'ai refait, tout en essayant de conserver une espèce de patine comme on pourrait faire pour des meubles, ou d'essayer de le rapprocher du reste de la mécanique. C'est-à-dire le cadre, les pare-boues. Voilà. D'accord. Après, je vois que tu as amené un établi de réparation. Après, j'ai amené un petit moteur anglais. Ça permet aux gens de voir ce qu'ils veulent voir
la mécanique d'un moteur, c'est assez, comment on appelle ça, facile à comprendre, quoi. L'arbre à cam, les poussoirs, la pompe à huile, la magnéto, c'est tout en ligne, et puis c'est, pour expliquer, c'est facile à comprendre finalement. Avec le petit pédagogique. Avec le petit raccord au milieu pour éviter la cassure dans ce qui fait entre la magnéto, oui, c'est une souplesse. Ça donne une souplesse absolument. Comme ici, genre pour pas que ça casse tout simplement. Pour que ça casse, oui. C'est un genre de. Comment on appelle ça? C'est de la courroie, je pense. Courroie, oui. Du textile. Pour que, voilà. Le moteur anglais qui doit dater de entre 28 et 32, 1932. 250. On s'était monté sur des motos françaises aussi, des Goyons. D'accord. Voilà. J'ai que le moteur, il n'y a pas la moto. Tu aurais pu mettre ta perceuse à côté des miennes là-bas. Oui. Oui, c'est vrai. J'ai la perceuse à colonne avec le volant d'inertie dessus. Voilà. Et après, ici mais ça, après, c'est à donc Michel Foreau dont tu parlais, qui n'est pas là, qui va sûrement venir tout à l'heure. D'accord. Mais apparemment, bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je pense que c'est un moteur, des moteurs auxiliaires qui étaient vendus en kit pour transformer des vélos en mobylettes. Donc les gens avaient des vélos. Alors s'il y a un ancien qui a connu, peut-être en parler plus que moi, mais les gens transformaient à moindre coût, on va dire. Voilà. Mais en tous les cas, c'est une rareté parce qu'on voit que c'est un vélo de femme, bien sûr, avec le cadre bas. Voilà. Et donc, le monteur, ils devaient acheter un moteur en kit tout simplement, et puis ils bricolaient. Ils transformaient leur vélo en mobilette. D'accord. Bon, il faut ramener les choses à leur juste valeur. Tout avait beaucoup de valeur à cette époque-là. Bien sûr. Il faut savoir que toute cette époque-là, les gens n'avaient pas le rond. Tout était cher. Tout était cher, les gens n'avaient pas d'argent, et donc ils étaient prêts à inventer tout ce qu'ils pouvaient pour améliorer le quotidien. Voilà. Et ça a servi sûrement pendant des années. Voilà, les gens étaient contents. Ou ils partaient en vacances peut-être avec ça. D'accord, merveilleux. Voilà. Rappelle-moi ton nom. Jérôme. Jérôme Blanc. De Gap. D'accord. Gap, voilà. Gap Centre-Ville. Gap Centre-Ville. Jérôme Blanc, je te remercie en tous les cas. Merci à vous. Et puis, on se reverra quand on restaurera de votre moto. Merci. Je relance une deuxième annonce. Oui, bonjour Émile. Alors, bonjour. J'aimerais que vous nous racontiez tous les détails sur cette machine. Quelle époque? Est-ce que c'est une machine française? Bien sûr. C'est une machine de construction française. Oui. La marque? La marque, c'est une Mio. Une Mio. Fabriquée dans la Haute-Saône, à Grès. D'accord. Voilà, c'est une machine qui date de 1893. D'accord. Donc, qui est une machine agricole? Oui, mais pas spéciale. Enfin, agricole, oui. Qui servait de ferme en ferme pour les battages. Bien sûr. Après, qui servait pour faire tourner des scies. Oui. Dans les scieries. Dans les tissages, ça actionnait des centrales à vapeur ou des centrales électriques. D'accord. Des générateurs électriques. Des barres d'outils, ce qu'on appelle des barres où on a 10, 15, 20 prises de mouvement pour actionner diverses machines en métallurgie. En métallurgie ou même dans la menuiserie, dans l'industrie. Oui, aussi. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un arbre de transmission qui peut faire 5, 10, 15 ou 20 mètres de long, voilà, avec des poulies intermédiaires et qui font tourner des tas de machines. Voilà. C'est pour me contrarier que tu fais siffler. Donc, du coup, ce qui nous intéresserait beaucoup, c'est que tu nous en expliques le fonctionnement. Eh bien, le fonctionnement, c'est simple. Hein. On élève de l'eau à température, on va dire 160-170 degrés. C'est-à-dire qu'on fait monter à 6 bars au niveau utilisation à peu près normal. Mais ça peut varier entre 5 et 6,5. Donc, cette vapeur, on la canalise dans un piston, qui est en fait un vérin double effet. Oui. Et cette vapeur, elle est commandée, si on peut dire, par une pièce qui s'appelle le tiroir. C'est-à-dire qu'on envoie un coup de la vapeur d'un côté, un coup de l'autre. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, bien sûr. Donc on transforme le système de va-et-vient en système rotatif par le vilebrequin, là-bas. Tout simplement. Alors ce tiroir, il est actionné par une bielle qui est synchronisée avec le vilebrequin, c'est-à-dire qui ouvre et qui ferme la vapeur en temps voulu, aussi bien à droite qu'à gauche, ou que devant et derrière. Une troisième bielle qui est la pompe à eau,
La pompe à eau, elle sert à gaver la machine quand son niveau d'eau baisse. C'est-à-dire, comme on consomme de la vapeur, on dépense de l'eau. Donc, on a une pompe pour gaver cette machine. Cette pompe, elle tourne en continu. C'est-à-dire, on aspire de l'eau dans la réserve, qu'on recrache quand on n'utilise pas. C'est-à-dire, on tourne en circuit ouvert. D'accord. Après, si on veut injecter de l'eau, on chante le retour. C'est-à-dire, après, on met en conduite forcée dans la cuve. Et on injecte l'eau à un niveau donné, à 1 cm près. Donc ces machines-là, ça demande une grande rigueur et on ne peut pas négliger rien. C'est-à-dire il ne faut pas s'en absenter ni pour aller boire un coup, ni pour aller draguer. On ne va pas courir les filles. Interdit. C'est interdit, tout simplement parce que la machine peut exploser. Oui. Donc, ou une autre chose qui peut arriver, c'est que la courroie du régulateur casse, ce qui nous est arrivé. Donc elle monte en tour et elle se met à peut-être trembler, faire des sauts de cabri. Et bon, il faut vite être là pour couper la vapeur. Oui. Alors plusieurs choses qui sont intéressantes. Quelle puissance elle a cette machine? Celle-ci, elle fait 13 chevaux vapeur. 13 chevaux vapeur. Un cheval vapeur, c'est 436 watts. Oui, à peu près. Ça, je me rappelle de ça. Oui. Pourtant, j'ai rien foutu avec. Alors, 1 watt, c'est combien de chevaux d'ine? Ah voilà, donc, qu'est-ce que c'est que vous ne nous avez pas dit encore? Alors, vous pouvez remarquer quelque chose qui est quand même intéressant, c'est le montage de ces machines. Il n'y a pas de soudure et quand ça a été fabriqué ça, donc c'est fabriqué à chaud avec des rivets. Exactement comme on a fabriqué la Tour Eiffel, avec le même principe qu'on a fabriqué des ponts, avec des rivets à chaud, et pour que ça soit étanche, et ça a une résistance incroyable. Oui. Et d'autant plus, excusez-moi, c'est rivé parce qu'à l'époque, les aciers, on ne savait pas les souder. Enfin, on ne savait pas qu'on ne savait pas souder, mais on ne savait pas extraire le carbone de l'acier. Absolument. Donc les aciers à la soudure, les soudures fendaient, c'était tout en fissure. Donc c'est pour ça qu'on arrivait, c'était rivé. Ça ne peut pas s'utiliser sur des machines importantes comme ça, de compromis qu'on a appelé la plaque Lafitte. La plaque Lafitte qui a permis de souder les métaux qui enlèvent justement ce carbone. C'est-à-dire que jusqu'en 1910 à peu près, on a travaillé des aciers purs. Et puis à partir de 1910, la guerre de 14 surtout, on a recyclé le fer. Donc ce qui fait qu'on a perdu en pureté. Donc c'est pour ça qu'il a été inventé ces espèces de plaques de carbone qu'on appelle des plaques Lafitte et qui ont eu une durée de vie très éphémère puisque dès les années 30, on a inventé la soudure autogène et la soudure électrique qui a complètement modifié tous ces systèmes. Mais là, quand on la rénove, on ne peut pas se permettre de souder les tubes. Et non, bien parce qu'on a deux aciers différents, donc on aurait une fissure, et en plus à la pâte, ça ne passe pas. Absolument, il faut que ça soit fait dans les règles de l'art, dans l'identique. Ouais. Voilà. Autre chose, est-ce que vous êtes capable de dire à peu près en quelle année ça a été abandonné, dans les années 20 ou plus tard? La construction? Non, oui. Non, après? Après? Ah oui, parce qu'on en trouve des 1930 encore. 30? Les breloux fabriqués à Vierzon, on en trouve de 1930 des machines. 1930, j'ai dit 20, mais c'est 30. Donc tout simplement, pour quelle raison ces machines ont été plus ou moins abandonnées? Parce qu'il est arrivé sur le marché le diesel et les moteurs électriques qui ont complètement bouleversé et étouffé ces principes-là. Voilà, en tous les cas, c'est très 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 beau. Et puis, dans la journée, vous allez nous la faire tourner et nous faire une démonstration de... On essaye. Exactement. Formidable en tous les cas. Et revenez dans la journée et ils vont nous faire une petite démonstration. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui, bonjour mon ami. Bonjour, ça va bien? Comment vas-tu? Bien, depuis les passés. Oui. Si tu nous disais un petit mot, redis-nous ton nom. Denis Sandona. Denis Sandona. Alors, à Cœur-Joie. À Cœur-Joie. Denis qui s'en donne à Cœur-Joie. C'est très joli. Alors dis-moi, ça c'est l'écureuil, tout simplement pour faire allusion à ce que l'écureuil est un animal qui fait les économies. Et donc, notre ami qui est sculpteur sur bois avec la style, et donc du coup,
Dis-nous, tu fais ça pour le plaisir, tu fais ça professionnellement, tu fais ça pourquoi? C'est une passion avant tout, et puis c'est mon métier. Tu en as fait ton métier. Voilà. Et donc tu es en train de nous sculpter un superbe sapin avec un écureuil. Je reviens de suite après-midi et tu nous raconteras le reste. Ouais. C'est toujours un plaisir, Denis. Merci, bon appétit à tout à l'heure. Bon appétit. Ouais. Oui, donc, Monsieur Provençal, bonjour. On refait, hein, parce que pour que ça fasse bien. Oui, pour faire joli. Je ne me rappelle plus de ton prénom. Jean Provençal. Madame Provençal, mère. Voilà. Je vous fais la bise. Moi aussi. Oh, 6 dans la journée, ça fait beaucoup. Oui, Il y en a ce soir. trop, mais ça fait rien. Ce soir, Ah, moi, j'en ai fait toujours. Voilà le plus beau. Alors là. Comment ça, le plus beau? On te connaît, toi. Hein. Alors, Je languissais de te voir, tu vois. Je languissais de te voir Ça un a peu. fait du beurre ce matin. Ah, ben alors zut, on a loupé ça. Ouais, mais- ouais. Oui, c'est trop tard maintenant. Bon, la pluie vous a pas arrêté, c'est non, vrai? tu sais, alors il y a un vieux dicton qui dit la pluie du matin arrête pas le champsourin, mais le ralentit forcément. Alors, Serge nous a fait un grand plaisir il y a quelques temps. Il nous a invités chez lui. Il le fait pas pour beaucoup de monde, pour nous faire visiter son grenier, qui est simplement, mais vraiment extraordinaire. On va revoir un extrait du grenier de Serge Bonne, l'une des chevilles ouvrières de cette fête du terroir. D'accord, merveilleux. Top. Et Super, nickel. merci et bonjour Jean-Marc, parce que du coup on s'est fait, croisé que de loin. Et donc moi ce qui me ferait plaisir, donc, puisqu'on est là, je présente Jean-Marc Passeron. Jean-Marc Passeron qui est le fondateur de Radio d'ici et de Télé d'ici. Donc c'est un ami d'enfance en fait en quelque sorte, puisque j'ai même travaillé avec son père il y a 30, au siècle dernier quand on était jeune. C'est le début de la fête du terroir. Hein. Donc qu'est-ce que tu dis, tu n'es pas de la première jeunesse. Donc tu as 29 ans, 17 ans, vous allez avoir 18 ans majeur bientôt. Et donc, ça, c'est remarquable. Enfin en tous les cas c'était un plaisir de vous faire un petit coucou. Et puis mes amitiés à Alain et à bientôt. Merci. Ciao. Nickel. Alors on m'a soufflé quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Et vu mon état exhaustif, voire influencé par quelques denrées alcoolisées, je ai dit que c'était une scène des plus chaudes en local, pas toi. Mais on ne demande qu'à voir parce que finalement, ce qui s'est passé, on ne le saura pas. C'est un secret professionnel. Voilà les hommes qui sortent, les femmes qui sortent, du petit paradis humain. Vous voyez l'état. Il va tomber, il va tomber. Tous les hommes sont frères. Sur la terre, sur laquelle nous vivons, sur laquelle nous sommes. Alors, avec une Dodge américaine, nous sommes les portiers de France. Allez, Alors, ils sont derrière sur la caisse d'un camion Citroën de marque française, modèle U23. Allez, Benoît. Benoît. Ça va, jeunesse. Attention, on va passer là.
Vous avez vu, c'est ça qui est beau, c'est que je peux tout me permettre. D'accord, merveilleux, c'est bon. Voilà, voilà. Il perpétue la tradition, il danse et il chante bien. Allez, passez les petits. Qui nous fait une rotation avec mon B18. Il est où le 440? Qu'est-ce qu'il a fait? Avec une machine très rare puisqu'elle a été fabriquée en une cinquantaine d'exemplaires, pas plus. Ici, devant nous, passe une société française, une autre marque française qui a disparu. Il s'agit de la HVE, conduit par Jean-Marc Lafont, qui en est le propriétaire. C'est super, Jean-Marc! Avec Tonton Maurice, il n'a pas de Parkinson, ça vient du tracteur. Avec un Vierzon, ce sont des machines monocylindres de semi-diesel de temps. Et ces machines archaïques ont perduré jusque dans les années 60, tout simplement parce qu'on faisait tourner des batteurs avec. Alors je suis surpris, il me manque des pièces, je ne sais pas trop pourquoi. Allez, Alors, raconte-nous un peu l'histoire de celui-là, Marcel. Vas-y, vas-y. C'est un Pouillot? Non, moteur Vendœuvre. C'est un moteur Vendœuvre. Il est là. Il est de 1908. Il est de 1908 et il développe 9 chevaux. Donc c'est un moteur Vendœuvre de 1908 et qui fait 9 chevaux. Voilà, 9 chevaux. 9 chevaux. Alors, il a la particularité d'avoir... c'est le système de refroidissement qui est particulier. Ouais, c'est un refroidissement par thermosiphon. Par thermosiphon, ouais, Je ne trouvais plus le nom moi non plus. Et en plus, celui-ci peut tourner au pétrole. Donc sur l'essence, on démarre sur l'essence et après il y a un réchauffeur par l'échappement au pétrole.
D'accord, on le démarre à essence, quand il est chaud, on fait tourner au pétrole. D'accord. Voilà. Est-ce que tu nous le fais péter un petit peu? Alors voilà, toujours avec le principe. S'il veut démarrer, hein. Oui, oui, il va démarrer, bien sûr. Ça connecte la voie de 100 mètres. Ça. Toujours le même principe, c'est des moteurs monocylindres. Monocylindres, ça c'est à essence pétrole. Alors, on démarre avec les grands volants parce que les grands volants servent à l'inertie. « 1908, et ça marche comme au premier jour. Ça fait combien de temps que ça fait là? Il n'y a pas très longtemps que tu l'as. Oui, ça fait comme des début. C'est un des premiers moteurs avant de le premier 1903, c'était aussi la batterie. D'accord. Ça, c'est un des derniers moteurs. Donc, je me fie à Marcel parce que je ne suis pas un spécialiste du moteur Vendeuvre. C'est sa marque. Un des premiers moteurs qui a été construit en 1908 et qui marche comme au premier jour. Donc le principe, il a le refroidissement par thermosiphon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompe à eau, il n'y a pas de radiateur. L'eau chauffe, elle s'en va par la vapeur, ça refroidit dans le conteneur et ça fait tourner tout seul. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de radiateur. Alors, et celui-là, quand il est à ma droite, là, c'est un moteur pour dame. C'est un moteur pour dame. Alors, viens mon mari. Ouais, c'est ton nom. Alors Marie, qui est la copine de Marcel, c'est un moteur de 4 ou 6 cylindres. 6 cylindres, c'est un des derniers moteurs qui a été fabriqué. Une machine qui est une merveille. Quelle année? 1956. 1956, je suis incapable de ne pas. 1956. Et alors, Marie va vous le démarrer. Alors, ça tourne comme au premier jour, des véritables bisous. Voilà. 6 cylindres Vendeuvre, quelque chose qui est très difficile à trouver parce que c'est rare. Marcel, est-ce que ça a été monté sur des camions? Marcel? La fixation du moteur a été réalisée par Mathieu Mazet. D'accord. La société Alpo Occasion Service. Donc le moteur est d'origine, le châssis est d'origine, et il faisait tourner quoi? Une génératrice. Il faisait tourner une génératrice. Voilà. D'accord, c'est pour ça qu'il y a le volant avec les cylindres blocs. Voilà. Super. Viens me voir ici. Alors je voudrais que tu me parles de celui-là. Alors, C'est un Japi. C'est un Japi numéro 12. Japi numéro 12, il est entre 1914, date de fabrication entre 1914 et 1919. donc là j'ai copié, je ne suis pas capable de savoir ça. C'est un moteur Japi 1914-1918. Les 19, on n'est pas un an près. Oui, voilà. Donc, toujours pareil, nous il nous semble que la guerre de 14 c'est il y a 2000 ans. C'est quand même il y a plus de 100 ans. Et donc, qui est un moteur qui est rare. Moi ce que j'aime beaucoup c'est le châssis. Ouais, moi aussi. C'est un moteur qui fait rêver Yves. Donc, ah oui, ça c'est quelque chose de très important. On a notre ami Yves Brochier qui est collectionneur et collègue, et donc qui fait les moteurs fixes, et il rêve de ce moteur, et il l'a pas. Et Marcel l'a trouvé en premier. On peut y aller? Oui. Au quart de tour. Mais moins bien qu'un Vendeur quand même. Non, mais c'est quand même remarquable. Ces machines, ils les ont trouvées dans un hangar, il était couché au milieu de la terre, enterré dans le sol. Et
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le châssis. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est moi qui l'ai fait. C'était facile. Il n'empêche que c'est quand même des machines merveilleuses. Il suffit tout simplement de trouver le spécialiste qui est capable de le faire marcher. Alors, explique-nous tout ça. Vas-y, vas-y. Ah d'accord. Alors il a été fabriqué comme le même système. La soupape le centre de soupape est commandé et aspiré par le piston. Explique-nous avec le détail très précis. Après, la soupape d'admission est présente ici et commandée Enfin, en tous les cas, bravo Marcel, parce que faire marcher ces machines anciennes, il faut vraiment être un connaisseur et un spécialiste, parce que très peu de gens sont en mesure de les restaurer et de les faire marcher. Celui-là, Cérès, c'est français. Moteur Cérès 1934, alors celui-là il a deux cylindres. Deux cylindres. Pourquoi il a un radiateur alors? Thermosiphon, mais radiateur. D'accord. Il n'y a pas de pompe à eau. Voilà, donc j'apprends des trucs en même temps que vous. Donc il s'agit d'un moteur à 2 cylindres, Cérès, c'est français. Il marche aussi à thermosiphon, mais avec un radiateur parce qu'il n'a pas de pompe à eau. Et alors, pareil. Là, au quart de tour à la manivelle. La misère dans le champ de fort. Je vais faire. Allez, on va y aller là. Ah, regardez! Attends, on va attendre que les bruits passent. On peut monter dedans, je crois. Sur les deux. Il y a joli gaillard. Tu me diras, je te ferai un petit montage là. Ouais, il faut refaire le. Alors, reculez-vous un petit peu pour éviter de prendre un coup de manivelle dans les dents. Alors, pour la petite histoire, notre ami Marcel, avec tous ses compagnons, là, il passe des nuits, des week-ends et tous ses jours fériés à bichonner, à bricoler tous ces matériels anciens pour le plaisir de ceux qui le regardent et qui le découvrent. Alors celui-là, c'est aussi un moteur vent d'œuvre. 1903, donc c'est un des tout premiers.
Alors, il a la cuve à l'arrière, justement parce qu'il a le refroidissement par thermosiphon. C'est-à-dire quand le moteur tourne, il chauffe, l'eau s'évapore, elle revient dans le tuyau, dans le bac, elle se refroidit et le circuit se fait comme ça. Il n'y a pas de radiateur, pas de pompe à eau, pas de ventilateur. C'est une régulation de speed. Donc ça veut dire que c'est pareil, il y a une soupape automatique d'admission et une soupape commandée de l'autre côté. D'accord. Donc une soupape. L'admission aspirée par le piston. Une soupape d'admission qui est aspirée par le piston. Voilà. Et après la soupape d'échappement est commandée. Et la soupape d'échappement est commandée. Donc c'est un peu technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culbuteur avec la tringlerie qui permet d'actionner les soupapes. C'est un système un peu plus primaire avec une superbe magnéto. Et ces grands volants, ils ont deux fonctions. Donc les grands volants, ils sont montés sur le vilebrequin sur lequel est la bielle et qui fait monter et descendre le piston. Et ils servent à deux choses, à faire l'inertie et à mettre les courroies dessus, tout simplement. Bon. Enfin, en tous les cas, voilà un moteur fixe de 1903. Il fait une explosion toutes les 4-5 secondes. D'accord. Par contre, là, il n'est pas normal. Attends. Je vais l'arrêter, je peux faire l'arrêter. Oui. Je le démonte. Non mais c'est rien, c'est la plaque électronique qui fait le con. Il n'y en a pas. Départ, ici, voilà. Je suis là pour le démarrer, c'est là. Il va démarrer peut-être là. De toute façon, ça ne va pas tant qu'il n'a pas démarré. On va envoyer ta maman alors. Allez Marcel. Bravo Marcel, bravo Loïc. Parce que c'est Loïc qui a tourné la manivelle. Alors ça c'est un moteur à bouillotte, il n'y a pas de... C'est une bouillotte, voilà. Tout simplement. Donc encore un modèle différent, un peu plus récent. Voilà, des années 10. 1910. Quand on aura son âge, on aura du jeu dans la bielle. Alors, EV, par contre, alors ça c'est un moteur lent, et là c'est un rapide. Là, on voit que c'est beaucoup plus que cela, tu vois. D'accord. Le moteur rapide, il commençait déjà dans les années 10 à faire des moteurs plus rapides que cela. Et là, ça c'était trop lent. Et les gens, ils voulaient des moteurs un peu plus nerveux. Et là, il a le problème. Il est fort. C'est un complice. Un des fils de Marie. Voilà, Julien, qui est mécanicien de son état et qui passe sa vie aussi à réparer des tracteurs avec Marcel. Alors, le Vierzon. C'est un HV1 ça. Non, H1. Je sais jamais. Oui. J'ai triché, j'ai demandé. Donc c'est pas un HV1, c'est un H1 combien 1935, pardon. 1935. 1935, il est juste un peu plus jeune que moi. Et alors ces tracteurs-là, ils sont très particuliers. C'est des tracteurs à un seul cylindre, monocylindre, à boule chaude. Le propriétaire ne veut pas le mettre en route. C'est dommage. Semi-diesel de temps. Alors, à l'avant du tracteur, il y a une boule en fonte. Alors on chauffe cette boule. Alors maintenant, on chauffe au gaz, mais avant, ils avaient des lampes à essence. Alors il pouvait arriver, s'il faisait temps froid, qu'ils étaient obligés de chauffer 1 heure avant d'arriver à démarrer. Pourquoi on chauffe la boule? Tout simplement, il faut monter en température la boule jusqu'à 800 degrés. Et ce qui permet de faire la première explosion. Après, quand le moteur est chaud, donc il marche tout seul.
le piston tourne à plat, il n'est pas vertical. Et donc on fait les plus petits modèles font combien de chevaux, Marcel? Les plus petits modèles qui ont été fabriqués? 200. Oui, mais quelle puissance? Quelle puissance? Le 200 c'est 22. 22 chevaux, donc une vingtaine de chevaux. Et ça a été fabriqué jusqu'à 60 chevaux, c'est ça? Ouais. 60. Jusqu'à 60 chevaux. Donc il y a eu 3 grandes marques concurrentes en Europe qui ont fabriqué ce type de machine. Société française, c'est français. Il y a la marque de prestige allemande qui est Lance, qui ont fait, d'après les grands connaisseurs, les plus beaux, mais j'ose pas le dire ici. Puisque il faut savoir qu'il y a eu une grande compétition entre Lance, Vierzon et la firme italienne Landini qui ont fabriqué ce type de machine. À l'origine, c'était des moteurs fixes et puis on s'est aperçu que pour faire tourner les batteuses, il fallait les déplacer. Donc on a construit des tracteurs sur des moteurs fixes avec le même principe et ça a fait ça. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a duré longtemps jusqu'en 1963 qu'on arrête complètement ces machines, tout simplement parce que les entreprises de battage avaient ces tracteurs-là. Et donc il est arrivé un moment où on n'a plus fait du battage chez les gens, puisque la moissonneuse batteuse diesel est arrivée sur le marché et ça a complètement détrôné tout ça. Alors beaucoup de ces machines ont perduré, tout simplement parce qu'on faisait tourner des pompes à eau avec pour faire de l'arrosage. La particularité de ces machines, c'est que ça peut tourner jour et nuit pendant 4 mois sans l'arrêter. Vous ne pouvez pas faire ça avec rien d'autre, parce qu'il arrive un moment où ça ne marche plus. Mais ça, il suffit de mettre du gasoil. Il suffit de mettre du gasoil et ça peut tourner pendant des jours et des jours. Mais par contre, c'est des machines qui sont quand même relativement archaïques, qui sont assez difficiles à conduire avec des boîtes latérales. Difficile à mettre en route aussi. Difficile à mettre en route. Et c'est d'où là l'expression chauffe, chauffe Marcel. C'est Jacques Brel qui l'a dit. Alors toujours le principe du démarrage avec le volant dans lequel il est inséré la petite manivelle télescopique qui se rentre automatiquement, qui permet de ne pas arracher le bras de l'homme qui le démarre. C'est chaud, Marcel. Il a tourné à la mer. Non, mais tout simplement parce qu'il faut chauffer. Je te remplace, Marcel. C'est bon là. Non. C'est capricieux. Tiens, je suis fou, Hervé. Hervé. Marcel Bis. Je lâche le morceau là. Attention avec les Allez, vas-y Hervé, il va y aller. T'en fous, il est à l'envers. Juste pour tourner. Alors bien évidemment, ça peut tourner aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Et là, il est démarré à l'envers. Oui, il tourne à l'envers, tout simplement.
Alors, pour le faire tourner à l'endroit. Arrêtez de m'emmerder, vous. Arrête de m'emmerder, je vais t'allumer. Alors, il le cale et au moment 0, il repart de l'autre côté. Normalement, ça marche comme ça. Alors, tout le talent du pilote. Bravo Marcel. Alors, vous avez compris, comme ça peut tourner aussi bien à droite qu'à l'envers. Voilà. Tout simplement, l'inconvénient, c'est que ça met la boîte de vitesse à l'envers. Donc, vous ne pouvez pas tourner. Donc, la technique, elle est de le faire caler quasiment jusqu'à 0. Et quand il est à 0, il repart à l'envers. Et alors, vous comprendrez qu'il faut une grande habitude. Il faut une grande habitude parce que sinon, très peu de gens sont capables de faire marcher ces machines qui ont été complètement arrêtées dans les années 1963-64, tout simplement, parce que les moissonneuses-batteuses ont pris le relais. Voilà. C'est la 3e génération. Ouais, c'est les derniers modèles, ça. Les derniers modèles. Voilà. Et il est de 1962 et il est équipé donc déjà d'une boîte ZF et donc d'un moteur monteur avec un relais lentille rapide et 3 vitesses et une marche, 2 marches arrière. Voilà, il a déjà le rebage pour l'époque. Quelle année elle est, tu me dis? 61, 61, 62. 62. Donc, ce qu'il y a d'intéressant à cette marque-là, ils ont quelque chose qui est un peu unique à cette marque. C'est la qualité du démarrage. S'il y a un Vierzon, c'est dur à démarrer. Un Vendeuvre, ça démarre au quart de tour. Alors, ils avaient la particularité d'avoir... et c'est un sacré avantage. Et alors, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est que ils sont équipés d'un décompresseur. Ils sont équipés d'un décompresseur, c'est-à-dire que quand on le met en route, le piston tourne quasiment à vide au moment de l'élancement du moteur. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu unique à cette marque. Il y a très peu d'autres concurrents qui ont fait ça, et pourtant c'est quelque chose de merveilleux, parce que ça donne une qualité de démarrage incroyable. Voilà, il y a le décompresseur dessus, sur la culasse. Ce qui fait que le moteur, au départ, il tourne un peu à vide, et ce qui fait que la compression est soulagée. Donc quand le moteur est lancé, on reverrouille le décompresseur, ce qui permet le démarrage facile. Je précise sur ce modèle-là, je ne l'ai pas amené, mais moi je fais la marque MAN, vous l'avez compris. Et tous ces tracteurs-là sont équipés de ponts et boîtes ZF. ZF qui est une boîte qui existe toujours, qui était spécialisée dans les ponts et boîtes. Et j'ai un MAN qui a exactement le même pont et la même boîte. Donc déjà à l'époque, ils ont compris l'intérêt de certaines marques fabriquer certaines choses et certaines marques fabriquer d'autres choses. Et ils ont fabriqué des machines super chiadées. Parce qu'il faut savoir que ils ont des boîtes à vitesse à relais qui permettent d'avoir des vitesses lentes et rapides. Et ça, c'était quand même une innovation. Il a un frein à main, celui-là, je ne sais pas si l'accélérateur à pied, non. Mais enfin, ils ont un relevage hydraulique performant. Et donc, ça en faisait des machines qui étaient très très fiables et très très maniables. Et ici, il n'y en avait pas. Pourquoi, on ne sait pas. C'est un peu... Le tracteur agricole, c'est un peu comme l'automobile. C'est-à-dire que les gens, ils vont vous dire « Oh, telle marque, c'est de l'Adobe et telle marque, c'est merveilleux. » Et en fait, on s'aperçoit que dans toutes les marques, il y a du haut de gamme et du moins haut de gamme, des modèles réussis, des modèles qui ont été des échecs. Et la technologie, elle a évolué. Et les brevets s'achètent et s'échangent. Et donc... mais il faut savoir que cette société-là a construit quand même une cinquantaine de modèles différents. Une cinquantaine de modèles différents, ce qui est quand même assez remarquable en comparaison des tracteurs anglais, par exemple, ou américains, qui eux, ils avaient 3-4 modèles différents. C'est quand même, ils avaient quand même une innovation et un génie inventif important. Voilà. Combien il y en a de Vendeuvre? Là, on en a 28. 28 Vendeuvre. À 30? À 30, on fait un repas? Ouais. On va quand même dire que c'est une marque française fabriquée à Vendeuvre dans l'Aube, dans le département de l'Aube. Bien sûr que c'est une marque française et que
qui a été racheté par Ali Chalmer, une marque américaine. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, les Américains, ils ont bombardé de dollars avec le plan Marshall, mais ils en ont profité pour nous copier nos brevets et pour acheter beaucoup de marques. Ils ont racheté Société Française, ils ont racheté Vendeuvre, ils ont racheté Lance. Lance, c'est John Deere qui a racheté Lance. Mais il n'empêche que les Américains ont racheté des marques européennes exprès pour implanter les leurs. C'est des moteurs très fiables qui n'ont pas de problème. Voilà. Ah mais j'y ai pas pensé. Parce qu'il y a le guide de bord qui est posé dessus. Je ne l'ai pas mis tout simplement pour pas que ça soit encombrant dans le transport. Alors, vas-y. Cette presse, je l'ai achetée à la ville de Clermont-Ferrand il y a 3 ou 4 ans. Je l'ai payé 100 €. Et ça m'a coûté 300 € pour la faire amener. Alors, c'est une marque française. Et là, ces machines-là ont été construites de suite après la guerre. Plein de marques ont fait ça. Il n'y a pas de piston, ça ne coupe pas le foin. Ça fait une espèce de fagot. Et ça, on appelle ça des basses densités. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, elle est de la deuxième génération, puisque les premières générations avaient un moteur auxiliaire, des moteurs comme on a vu là-bas, qui étaient montés sur le châssis, qui faisaient tourner la machine. Il n'y avait pas de cardan au tracteur. La deuxième génération, tout simplement parce qu'elle a une cardan. Elle a une cardan qui va au tracteur. La transmission vient de là-bas, mais elle a toujours les courroies plates. Et la troisième génération, la machine était la même, mais on a enlevé les courroies plates et on a mis des courroies trapézoïdales. Parce que la courroie trapézoïdale, c'est bien plus performant, ça fatigue pas, parce que si on bottelle un peu fort, eh bien, le courroie arrive à patiner et à dérailler. Voilà. Mais ça, c'est une marque française, une très grande qualité. Ils font toujours des presses. Ça existe toujours. Ils font des énormes machines. Voilà. Et donc, je m'étais dit, un jour ou l'autre, j'aurai des rivières pédalier. Et voilà. Et donc, c'est la première fois que je la sors. J'ai fait des démonstrations, mais jamais sur une fête. Alors, voilà, j'ai dit jamais. Marcel, on va là-bas. Alors, pour les quelques courageux qui sont restés jusqu'au bout, je tiens à leur dire un grand merci. Je tiens à leur dire un grand merci parce que on a eu une journée difficile. Mais quand même, on a eu de la chance que la pluie nous a épargnés cet après-midi. Voilà, tout simplement pour vous dire qu'on a fait encore une fois. C'était la 23e. Tiens, je prends mon ami Guédan par le bras. Je ne peux pas le prendre par le cou parce qu'il est trop grand. Mais tout simplement, je dis encore un grand bravo, un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui nous ont aidés de près ou de loin, à tous ceux qui l'organisent, à Benoît, que je n'ai pas vu beaucoup dans la journée parce qu'il est toujours à fond de la caisse, à mon ami Alain Guédan qui est à mon bras. Ça c'est curieux comme comportement. Et donc du coup, et à toute l'équipe, à Paul, et à tout le monde, je ne sais plus. Voilà. À mon ami Benoît, à Maurice, à Michel, à Jean-Marc et à tous les autres qui se décarcassent, à Christian Trinquier, à Chalaille, qui font vraiment tout pour qu'on puisse tourner. Marcel qui est quand même capable de nous amener une quantité invraisemblable de machines et de matériel, c'est quand même courageux. Heureusement qu'il a ses petits jeunes, sa copine, notre ami Dagani, qui dit rien, mais qui en fait aussi beaucoup, à Joseph Martin et à tous les autres. Merci encore. J'espère que l'année prochaine, on va mieux réussir, parce que ça a été pas simple. Mais enfin, en tous les cas, on a pu faire, et tant mieux. Voilà. Merci à tous et à l'Anquebec. Merci Christian.